Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et tutti quanti, c'est tutti quanti. Pour écouter des allegro, des adagio, des moderato et tutti quanti, c'est tutti quanti, votre magazine consacré à la musique classique de radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bonte avec à la technique Arnaud. Nous continuons la formule de cette année pour tutti quanti avec un abécédaire un peu libre de la musique. Nous sommes à la lettre C et ceux qui connaissent Arnaud et moi ne seront pas étonnés de voir notre passion commune illustrée aujourd'hui, une passion pour les cheveux. Vous allez me dire, quel rapport entre la musique et les cheveux? Vous allez voir. On va commencer par Beethoven. Alors, on a posé beaucoup de questions sur Beethoven, et notamment sur les causes de sa mort et sur les causes de sa surdité. Est-ce que c'était une cirrhose hépatique? Est-ce que c'était la syphilis? Est-ce que c'était une hépatite aiguë? Est-ce que c'était la maladie de Paget, une sorte de pathologie osseuse qui entraîne notamment des déformations du crâne? Est-ce que c'était tout simplement de l'alcoolisme ou du saturnisme à cause de présence de plomb trop importante? Eh bien, les réponses sont presque données par des études de l'ADN qu'on a retrouvées dans des cheveux de Beethoven. C'est une étude tout à fait récente qui a été coordonnée par Johannes Krauss de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig. Et donc, il y a tout un laboratoire qui a travaillé sur les cheveux de Beethoven. Oui, mais vous allez me dire, les cheveux de Beethoven, ils étaient où? Eh bien, sachez qu'il était resté quasiment des reliques. Il nous restait 8 mèches de cheveux de Beethoven. Sur les 8 examinés, les auteurs n'en ont finalement authentifié que 5, prélevés sur les 7 dernières années de la vie du musicien, parce qu'il y avait des liens étroits entre l'ADN de ses cheveux et l'ADN d'une famille qui clairement qui vit aujourd'hui en Allemagne et qui descend de la famille de Beethoven. Donc là, il y avait des liens clairs. Sur les 3 autres mèches, c'était plus compliqué. Il y en a une qui était tout simplement pas exploitable. Il y en a une qui était pourtant connue dans l'histoire de la musique. On l'appelait la mèche de Hiller parce qu'elle aurait été coupée quasiment sur le lit de mort de Beethoven et se serait transmise de main en main à des admirateurs. En fait, cette mèche appartenait clairement à une femme et donc clairement, c'était pas Beethoven. C'est sur cette mèche-là qu'on avait analysé déjà et qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de plomb dans cette mèche et que donc peut-être que Beethoven était mort du saturnisme. Peut-être qu'il est quand même mort du saturnisme, en tout cas cette preuve-là, clairement, elle disparaît. Donc la nouvelle étude a étudié d'autres possibilités. Ils n'ont pas trop cherché sur le saturnisme et donc il y a quand même une petite phrase dans l'étude en disant « il y a encore une piste à chercher, mais ça, nous, on l'a pas fait ». On revient dans un instant sur l'étude de tous ces cheveux et sur les maladies de Beethoven, mais on écoute évidemment du Beethoven avec le premier mouvement de la 30e sonate pour piano, l'opus 109, un Vivace ma non troppo interprété par William Kempff.
Alors, l'autopsie de Beethoven avait révélé déjà pas mal de choses, et notamment l'état de son foie complètement rongé par la maladie. Attention, je vous lis un extrait de cette autopsie. La cavité abdominale est remplie de 4/4 d'un liquide rougeâtre nuageux. La taille du foie est réduite de moitié. Il est compact et d'une consistance parcheminée de couleur bleu-vert et sa surface est couverte de nodules de la taille d'un haricot. Bon appétit. Cette même autopsie, d'ailleurs, avait éliminé 2 causes possibles de surdité, la maladie de Paget, donc cette fameuse maladie qui déforme les os, et une osteospiongiose, un trouble du métabolisme qui touche l'os de l'oreille. Et donc, en complément de cette autopsie, cette nouvelle analyse des cheveux de l'ADN a permis d'identifier quand même des variants sur certains gènes. Le gène HFE, qui contrôle l'absorption du fer, et le gène PNPLA3. L'un des chercheurs indique « Chez les grands buveurs, en particulier, ces variants exposent à un risque très important de maladie du foie et de cirrhose hépatique. » Alors, dans quelle mesure Beethoven était-il un grand buveur? Eh bien, là, il suffit de lire les carnets de conversation de Beethoven. Vous savez que Beethoven, étant sourd et un sourd profond à la fin de sa vie, ne pouvait plus dialoguer avec les autres que par l'intermédiaire de carnets. On voit dans ces carnets que sa consommation d'alcool est pour le moins très régulière. Et donc, si cette consommation a été importante et prolongée, son interaction avec les facteurs de risque génétiques est une explication possible à sa cirrhose. En fait, il est très probable que ce qui a tué Beethoven, c'est une combinaison des 3 facteurs agissant en même temps, à la fois l'alcool, le risque héréditaire et aussi une infection par le virus de l'hépatite B.
C'était le trio numéro 5 en ré majeur, opus 70, celui qu'on appelle parfois le trio des esprits. C'était en tout cas son premier mouvement, Allegro vivace et con brio, qu'interprétaient Philippe Cassard, David Guérimal et Anne Gastinel. Les chercheurs ont aussi donc beaucoup cherché, au-delà de l'origine de la mort de Beethoven, l'origine de sa surdité. Et donc ils ont examiner tous les gènes possibles. A priori, il y a une cinquantaine de gènes qui peuvent provoquer, en tout cas, s'ils subissent des mutations, qui peuvent provoquer des problèmes auditifs. Et cette étude-là, elle est restée un petit peu... elle est restée un peu en plan. Très clairement, les chercheurs n'ont pas trouvé, mais ils expliquent aussi que c'était extrêmement difficile. Je vous lis un petit extrait de ce rapport. D'autre part, l'apparition de la surdité chez Beethoven, un peu avant 30 ans, suggère qu'il aurait souffert d'une forme de surdité dominante, entre guillemets, où il suffit qu'un seul parent porte une mutation pour qu'il transmette le déficit auditif. Or, l'anomalie génomique en cause, dans ces formes, échappe à l'analyse dans près de la moitié des cas. Donc voilà, le doute reste ouvert sur la surdité de Beethoven. Cette surdité, elle avait évidemment handicapé terriblement Beethoven. Beethoven avait même, tout au début du 19e, en 1802, il écrit un texte, une lettre à son frère, une lettre d'ailleurs qu'il n'envoie pas et qui est restée dans l'histoire de la musique sous le nom de Testament d'Heiligenstadt, où il écrit qu'il envisage carrément le suicide et que la seule chose qui le maintient en vie, c'est sa capacité créatrice, son envie de transmettre donc des émotions par la musique. On va en entendre un très bel exemple d'émotions sublimées par la musique avec le moderato cantabile molto espressivo de la sonate numéro 31, opus 110, sonate pour piano, et au piano, c'est Sviatoslav Richter.
Alors, dès qu'on regarde un petit peu la génétique, on peut faire des découvertes tout à fait étonnantes et surprenantes. Là, on le pouvait d'autant plus facilement que des lointains parents de Beethoven, alors qui ne descendaient pas directement de Ludwig van Beethoven, mais qui avaient des ancêtres communs avec Beethoven, des parents qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, avaient fait eux-mêmes une étude de l'ADN, de leur propre ADN, pour essayer de remonter les filiations très lointaines. Et donc, on a pu remonter à Art van Beethoven, qui vivait aux Pays-Bas entre 1535 et 1609. Et on a pu voir un peu comme ça l'évolution génétique. Et on a pu repérer qu'il y avait eu des changements tout à fait bizarres, avec des nouveaux gènes qui arrivaient et qui n'auraient pas dû arriver. Autrement dit, on a repéré ce que les généticiens appellent très pudiquement un événement de fausse paternité, ce que nous on peut appeler tout simplement une infidélité. Il y avait sans doute eu une arrière-grand-maman de Beethoven qui avait fauté, comme on dit. Ça aurait navré Beethoven. Beethoven était très convaincu de l'importance de la fidélité, même si lui-même ne s'est jamais marié, ou peut-être parce que lui-même ne s'est jamais marié, je ne sais pas. Toujours est-il que la fidélité, elle est au cœur même de son opéra. Le titre en dit long déjà, Fidelio. Je rappelle, Fidelio, c'est le nom d'un personnage. En réalité, c'est un personnage féminin, Éléonore, qui veut sauver son mari qui a été mis en prison. Et elle se déguise en homme, elle se déguise en Fidelio pour essayer de le faire évader. On écoute donc cet extrait de l'acte 1 de Fidelio dans la version que dirige Marek Janowski. Der Gouverneur soll heut erlauben, dass du mit mir die Arbeit teilst. Ruhe rauben, wenn du bis morgen nur verweilst. Guter Vater, mit dir in kurzem sind wir soll heut erlauben, dass du mit mir die Arbeit teilst. Mit mir die Arbeit teilst. Ich bin ja bald des Grabes heute. Mir ist es Ich brauche Hilfe, es ist ja wahr. Es ist ja wahr.
Nur auf der Hut, dann geht es gut. Gesteht, gesteht, wird euer Sinnen. Ist also gut. Nur auf der Hut, Nur auf der Hut. nur auf der Hut. Nehmt euch die Hand und schließt das Band. Und schließt das Band. Da geht es gut, versteht euer Sinnen. Ist das Band mit Herz und Hand, ein schönes Band, mit Herz und Hand. Ein schönes Band mit Herz und Hand, gebt euch die Hand und schließt das Band. Und schließt das Band nur auf der Hut. Dann geht es gut. Gebt euch die Hand und schließt das Band in süßen, süßen On va rester dans le domaine du cheveu, mais on abandonne les problèmes de santé de Beethoven. On va rester dans le domaine du cheveu avec cette fois-ci des histoires bibliques. On ne peut pas penser aux cheveux sans penser à Samson et Dalila. Samson et Dalila ont été mis en musique plusieurs fois. Je voulais illustrer ce thème avec une pièce de Joachim Raff, qui est un compositeur, il faut bien le dire, relativement mineur, assez peu connu. Il est plus connu dans l'histoire de la musique pour avoir été pendant quelques années le secrétaire de Franz Liszt que pour ses propres compositions. Il n'empêche que sur un livret qu'il avait écrit lui-même entre 1853 et 1857, il a composé un opéra, Samson, qui d'ailleurs n'a été créé que de façon posthume tout à fait récemment à Weimar en 2022. On écoute l'ouverture de cet opéra, le Samson de Joachim Raff, dirigé par Roland Cloutig.
va rester avec l'histoire de Samson et Dalila avec un oratorio de Heindel. Alors loin, le lien avec les cheveux, il est un peu plus lointain puisque le moment que raconte Heindel se situe après le fait que Samson se soit fait couper les cheveux et donc perdu ses forces et il a été fait prisonnier. Il n'empêche que c'est de la très très jolie musique et que ce serait dommage de s'en passer. On écoute donc un duo et un chœur, My Faith and Truth, tiré donc du Samson de Heindel. C'est la version dirigée par Harry Christophers à la tête de The Symphony of Harmony Invention. I
On va presque abandonner les cheveux, pas tant que ça. On va avoir un petit peu l'équivalent des cheveux, mais chez une autre race, chez les chevaux, avec les crins. Pourquoi je vous parle des crins des chevaux? Tout simplement parce que c'est une matière première indispensable à la musique, puisque les violonistes, les altistes, les violoncellistes et les contrebassistes en ont besoin pour leur archet. Vous savez qu'un archet est composé d'une baguette en bois, souvent d'ailleurs un bois un peu précieux et un peu rare, le pernambouc, ce qui pose d'ailleurs des questions en termes de développement durable. Et puis il y a une partie, alors, le plus souvent elle est blanche, celle qui frotte directement sur les cordes et qui est constituée de crins de chevaux, parce que justement elle a une rugosité suffisante pour pouvoir faire vibrer la corde. Alors c'est pas forcément tous les chevaux, on ne peut pas utiliser les crins des juments, parce qu'elles ont parfois tendance à faire pipi dessus et que du coup ça ne marche plus. Donc on utilise vraiment que des chevaux mâles pour pouvoir fabriquer ces archets. Pour illustrer cette importance de l'archet, on va écouter évidemment un concerto pour violon. Un concerto de Viotti, parce que Viotti fait partie de ces virtuoses du violon qui ont complètement révolutionné la technique de l'archet. Il faut dire qu'il y avait un grand archetier contemporain qui s'appelait Tourte, qui avait fait évoluer même l'archet, l'objet lui-même, et Viotti a utilisé vraiment au maximum toutes les possibilités de cet archet, entre guillemets, moderne, autrement dit du début du 19e. On écoute donc le troisième mouvement du 22e concerto pour violon de Viotti. Il est interprété par Lola Bobesco.
C'est avec Viotti que se termine cette émission un peu tirée par les cheveux. Si vous en êtes d'accord, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité.